Je commence tout de suite. Je vais vous lire un texte fragmenté qui n'a jamais été publié. C'était un essai littéraire qu'on m'avait invité à écrire pour un dossier dans une revue, un essai que j'ai eu du plaisir à rédiger et qui, une fois remis au directeur et directrice du dossier, a été accueilli avec enthousiasme, sans suggestion de réécriture, parce que m'avait-on dit, il correspondait parfaitement aux attentes. La commande était simple, une postface à mon livre Désormais ma demeure, publié quelques semaines à peine avant le début de cette pandémie, qui certainement a déjoué toutes les attentes. Ce texte parle de cela, de la pandémie qui a déjoué toutes les attentes, dont celle que j'avais à propos de ce livre, la peur, l'angoisse, l'excitation, la déception, les communautés que je souhaitais former, cette crainte de voir mon désir de solidarité se transformer en une profonde solitude. Le titre du texte jouait avec ces clichés, avec la proximité du mot solitaire et du mot solidaire. Je vous lirai donc des fragments de ce texte que j'entrecouperai avec des commentaires, donc de ce texte qui n'a pas été publié, justement parce qu'il n'a pas été publié. Mon texte correspondait à certaines attentes, spécifiquement à celles des directeurs et directrices du dossier, mais étrangement pas à d'autres, spécifiquement à celles du comité de rédaction. Si les attentes des uns et des unes étaient précises, celles des autres n'ont jamais été arrêtées. Je tombe régulièrement dans le lyrisme et le cliché, volontairement, avec une joie irrévérencieuse et un peu décevante parce qu'elle ne choque personne. Alors je perds beaucoup de temps en remonter à la surface, escalader les parois de ce puits dans lequel je pourrais bien mourir. Quelques clichés. Il faut toucher le fond pour mieux apprécier ce qui se trouve à la surface, profiter du silence avant la fête, du calme avant la tempête, de la solitude avant le bain de foule. J'ai écrit tout un livre sur ce fond-là, pardon, un livre entier à propos de l'agonie dans laquelle j'étais tombé, et cette fois poussé par une série d'événements anxiogènes hors de mon contrôle. Dans le puits, j'avais retrouvé les clichés et le lyrisme, ces vieux amis qui s'étaient retournés contre moi, le vrai traître qui coupe la voix, étouffe, paralyse. Je ne savais plus m'exprimer autrement qu'en énoncés mielleux, qu'en phrases toutes faites. Le ton de ma dépression était celui du pleurnichage et inversement, de cette forme de mutisme qui remplit l'espace de tension. J'ai écrit un livre entier sur ces tensions pour continuer à fissurer les parois, fragmenter le puits, déconstruire ce lieu de la douleur et observer ses odeurs, ses langues et ses échos. C'est un livre bruyant qui crie partout désespérément, qui emprunte tous les tons, la plainte du malade et les vociférations de la guérison, pour que la langue ou les langues disloquent et délocalisent l'expérience. À la surface, ces tessons de voix, ces paroles éparpillées et ces images se transformaient tranquillement en des souvenirs capables de sublimer la souffrance, un nouveau calme après la tempête, une solitude inattendue, peut-être heureuse. J'ajoute donc à ce texte d'autres fragments écrits spécifiquement pour cette conférence qui rendent compte de ce qu'on a appelé un malentendu, une situation hors de notre contrôle et un problème de communication. Je comprends bien que ce que je dis en guise d'introduction semble nous engager dans une conférence vengeresse où je lave mon linge sale en public. Ce n'est pas du tout ça, ne vous inquiétez pas. Alors qu'on s'attendait sans doute que j'aborde ici la notion d'attente dans une perspective générique. Mon livre passe d'un genre à l'autre, même d'une discipline à l'autre, ou par le prisme de la réception, à savoir si la lecture de mon livre en pleine année pandémique, par exemple, a correspondu à mes attentes ainsi qu'à celles du milieu. J'aborderai tout cela, bien entendu, car c'était des enjeux que j'avais été amené à soulever dans ce texte qui n'a jamais été publié. C'était en fait la raison, en plus de la forme, pour laquelle les directeurs et directrices du dossier avaient affirmé que mon texte correspondait à leurs attentes. C'était une postface qui regarde en arrière depuis la sortie du livre jusqu'à sa réception. Désormais, ma demeure a été lancée le 14 février 2020, donc cette journée qu'au Chili, on appelle Dia del Amor y la Amistad. Dans mon pays d'origine ainsi qu'ailleurs en Amérique latine, la Saint-Valentin n'est pas qu'affaire de couple. Le 14 février, c'est 5 jours avant mon anniversaire, toujours célébré en plein froid polaire, à l'exception de l'année précédente où j'avais fêté dans le plus fort de la canicule chilienne avec mes nouvelles amitiés fanatiques du reggaeton. 1 heure avant le lancement, mon amoureux était sorti prendre une marche, en réalité pour acheter un gâteau.
Et je me suis retrouvé seul dans ce silence d'hiver, déjà coiffé, déjà vêtu, déjà parfumé, à attendre le moment parfait, pas trop en avance, pas trop en retard pour me rendre à Luguélion. J'avais passé la journée à recevoir des avis désolés de désistement qui avaient étrangement le pouvoir de remettre en question la pertinence de l'événement. Je me laissais gagner par le trac, esselé, à errer dans mon appartement qui jadis s'était transformé en gouffre, examiné dans un livre qu'on lancerait quelques minutes plus tard, joyeusement, bruyamment. Je constatais que se succédaient depuis ma dépression les périodes calmes et les tempêtes, les silences et les fêtes, les cycles solitaires et les cycles solidaires. Un autre cliché à déconstruire, me suis-je dit. Une quarantaine d'amis a migré jusqu'à chez moi après le lancement. Nous avons célébré avec gâteaux, cadeaux, chandelles, cigarettes, alcool et danse. Le reggaeton s'était aussi rendu. C'est comme l'année précédente, à l'autre bout de l'Amérique, et comme l'année précédente, je n'ai pas pensé que cette fête serait la dernière. Nous embrassions un cliché, nous profitions du moment présent. Pendant cette fête, deux amies parlaient d'étranges symptômes qu'elles ressentaient depuis des semaines. L'une d'elles disait « J'ai jamais été malade de même », l'autre répondait « Comme une grosse grippe, mais tellement plus intense ». Quelques jours plus tard, j'apprenais que deux autres personnes présentes à cette fête avaient souffert des mêmes symptômes. Elles répétaient à leur tour, une fois guéries, « J'ai jamais été malade de même ». Puis, nous sommes entrés dans cette ère où des recommandations et un nouveau vocabulaire ont colonisé nos comportements et nos pensées. Quarantaine, isolement physique, distanciation sociale, sur les réseaux sociaux, quelques bonnes blagues littéraires dont mon livre fait l'objet, désormais ma demeure est un bunker, n'ont pas suffi à calmer l'inquiétude. Elles ont ajouté beaucoup de bruit au vacarme du confinement. Nous avons quitté nos fêtes pour nous enfermer dans nos demeures, dans nos anxiétés, en l'intérieur de terribles clichés. Le silence assourdissant nous rappelait les sons de nos dépressions passées et l'état perpétuel du monde. The world is not a safe place to live in. Gloria Anzaldúa écrivait cette évidence pour appeler à de nouvelles formes de vie et de solidarité. 30 ans plus tard, les injustices à peine cachées aux marges se révélaient. Des corps, des couleurs et des classes spécifiques comptent plus que d'autres. Seuls et isolés, nous ne pouvions plus l'ignorer, entre autres parce qu'il était également impossible de nous détourner de ces formes menaçantes d'apathie, de fatigue, de colère et d'angoisse, toutes annonciatrices de dépression nouvelle, comme l'unique réponse à ces jours anxiogènes. Je cite ici Anne Chetkovich. These are depressing conditions indeed, ones that make depression seem as a very rational response to global conditions. Fin de citation. Avant le lancement, j'encourageais mon track avec des clichés. Mes cheveux frisent trop, il n'y aura personne et ce sera humiliant, je vais dire une connerie, je vais faire des fautes dans mes dédicaces. Mais aussi avec une peur plus complexe. Je craignais d'être seul avec ce livre. C'est-à-dire que je me demandais sincèrement qui s'intéresserait. Dans ce livre, je considère donc la dépression comme un fait politique pour la croiser avec des enjeux queer et raciaux. Mon éditeur et moi avions décidé de le placer dans des catégories vastes et peut-être trop plurielles de la recherche-création et de l'indiscipline, catégories qui défient les attentes. Il arrive qu'on pense que la recherche-création est le pire des deux mondes, le résultat d'amalgame, que l'indiscipline est un ovni supplémentaire, un euphémisme pour nommer positivement ce qui serait en réalité du désordre, un manque de rigueur, une hybridation adolescente, alors on s'attend à tout et à rien, à n'importe quoi, parfois à du n'importe quoi. Et ce faisant, on commet l'erreur grave d'extraire les potentiels politiques de ces approches, potentiels vitaux pour les personnes minorisées, celles qui n'ont pas toujours le pouvoir de disqualifier du revers de la main, rapidement et sans engagement, une approche pourtant salvatrice pour certains et certaines, pour la raison simple et trop vitement formulée qu'elle ne correspond pas aux attentes. J'aborde dans ce livre l'hybridité générique et les hiérarchies épistémologiques dans la production savante et littéraire contemporaine sur la santé mentale. Bien que les essais sont interrompus par des autofictions, ils sont aussi mêlés à des photographies floues et pas très belles, ainsi qu'à des poèmes domestiques et étouffants. Seul dans mon appartement, quelques minutes avant le lancement, je me suis retrouvé devant ma fenêtre une fois de plus à me rappeler cette pensée honteuse que j'ai eue régulièrement pendant ma dépression. Je suis tout seul avec ça. Ça, ce n'était plus la maladie, mais bien le livre, ce qui est abordé, ses propositions formelles et épistémologiques, son indiscipline, ses jeux linguistiques, l'espagnol, l'anglais, ma queerness, ma latinidad. J'avais peur de la solitude des marges, celle qui nous fait croire que nous sommes seuls à la subir, celle qui nous fait croire que nous devons être parfaits, parfaites, cordiaux, cordiales, profonds, profondes,
rigoureux, rigoureuses, juste assez originaux et originales pour correspondre aux attentes liées à nos coordonnées sociales, juste assez traditionnels pour ne pas être ridicules, jusqu'à ce qu'ensemble, contre toute attente, nous nous transformions en des rabat-joie mécontents et mécontentes et mélancoliques, atteints et atteintes de ce que Wanessa Younsi dit, et je la cite, des folies collectives qui peuvent s'apprivoiser et permettre le poème. Fin de citation. À la fenêtre, je ne regardais ni le reflet ni le paysage, je contemplais le monde, ses frontières sociales et symboliques. Je doutais de la force des livres, de leur capacité de les traverser. Je craignais que mon livre reste du côté intime de la vitre. Je craignais qu'il devienne une relique dans mon salon. Si je parle de cette situation dont l'aboutissement était l'annulation de la publication de mon texte, ce n'est absolument pas pour accuser la dite revue d'un quelconque abus. Ce sont des choses qui arrivent dans notre milieu. C'est dans cette écologie où les dynamiques de pouvoir bien présentes ne sont cependant pas toujours claires, où nous ne savons pas toujours qui détient le pouvoir de dire oui, de dire non, de tout réécrire quand on a dit d'abord que tout était parfait. J'ose un autre cliché, les attentes des uns et des unes ne sont pas nécessairement celles des autres. J'écris tout ceci et je vous dis tout ceci pour poser une question horriblement naïve. À quoi s'attend-on? À quoi s'attend-on quand on invite, quand on accepte une invitation, quand on écrit, quand on lance un livre, quand on se fait lire, quand on écrit à un auteur ou une autrice pour lui dire qu'on a aimé ou qu'on n'a pas aimé, quand on a le pouvoir de dire oui ou de dire non, de dire de tout réécrire, de ne pas lire du tout, de ne plus publier. Ce livre devait s'intituler Reliquat. Nous avons bien fait de modifier le titre parce qu'il y a quelque chose de la constance dans le titre des Hommes à demeure, quelque chose du changement et de l'échange perpétuel, de la réécriture éternelle de nos lieux d'appartenance et de nos communautés. Le titre est cynique car il dit que j'habiterai un lieu à jamais blessé par l'expérience de la maladie, par la solitude et le silence, par les clichés dans lesquels la dépression m'a installé. Il dit que ma demeure est à jamais traumatisée, que j'habite à jamais le trauma. Le titre brise la fête, casse le party. Je cite ici Marie Darcigny, comme les féministes Killjoy qui refusent la passivité, fin de citation. Ce titre célèbre les expériences négatives qui, parce que politiques et affectives, ne cessent de modifier le monde afin de proposer des formes persistantes de solidarité et d'émancipation. Oui, ma demeure est brisée. Elle exhibe encore ses fractures, ses failles, ses éclats, mais elle n'est pas, ne sera jamais une relique. Ce livre, comme tous les autres lancés dans le froid polaire, s'était soudainement détourné de la route pleine de promesses et d'attentes que nous avions dessinées lorsque nous l'avions mis au monde en dansant à tabajo sur des mélodies infectieuses. Mon appartement se souvient de cette fête. Il se souvient aussi de la pandémie, le capitalisme, les injustices sociales, l'état de notre monde actuel. Donc, mon appartement se souvient aussi que la pandémie a cassé le party. Je craignais le silence qui, dans les circonstances, risquait d'engloutir ma demeure en entier avec tous ces livres, et particulièrement ceux qui, comme le mien, n'avaient pas encore profité des mois d'hiver pour exister. Mais il n'a fallu que quelques semaines de confinement, de jours consécutifs d'anxiété et de tourmente au cours desquels le milieu littéraire et la vie sociale se sont arrêtés, pour comprendre que désormais ma demeure a trouvé une autre voie pour vivre, moins clinquante, moins tonitruante, moins éphémère que celle dont le cœur bat à travers critiques et entrevues, une voie à laquelle je ne m'attendais pas. J'ai commencé à recevoir des messages sur les réseaux sociaux. D'abord d'amis nostalgiques de cette fête, devenue l'emblème de jours heureux, qui avaient lu et aimé désormais ma demeure, mais ensuite d'inconnus qui, motivés par la fragilité qu'imposait le confinement, m'envoyaient des témoignages de leur propre dépression, passée ou actuelle. Il s'agissait de messages de gens, et c'est ça qui est particulier, de gens appartenant à des groupes aussi variés que précis. Des femmes qui s'opposent à une quête désespérée et genrée du bonheur. Des personnes queer qui luttent autant avec les injonctions affectives de l'hétérosexisme qu'avec celles des cultures LGBTQ. Des personnes racisées
qui choisissent la langueur comme forme de récit pour entrer en relation avec les autres. Des individus appartenant à des figures politiques qui perçoivent, et ici je cite Sarah Ahmed, qui perçoivent negativity as their organizing trope, the feminist killjoy, unhappy queer, and melancholic migrants. These figures have their own political histories, which are unfinished, leaky, and shared. Les féministes rabat-joie, les queers mécontents et mécontentes, les migrants et les migrantes mélancoliques. Trois figures inséparables, réunies par cette volonté de proposer des formes d'émancipation qui ne sont pas exclusivement soumises aux histoires épiques de la libération, du coming out, de l'assimilation et de l'intégration. Seuls et traumatisés, mais solidaires dans le gâchis, la colère et la tristesse. On nous a souvent reproché de ne pas sourire à la vie, de ne pas faire la promotion d'un bonheur béat, d'être les auteurs et les autrices de nos propres malheurs. On nous suggère zénitude, positivité, self-care et mindfulness, en nous imposant au passage d'entrer dans une série de normes sociales et économiques pour éviter de tomber dans le cliché des féministes queer, migrants, migrantes toujours déjà en colère. Au lieu de nous laisser la liberté de nous attribuer le cliché qui nous sied le mieux, on s'attend à ce que nous incarnions aveuglément et totalement celui d'une forme cis-hétéropatriarcale et blanche. Ma peur devant ma fenêtre, c'était celle d'être seule avec ce désir qu'on nous interdit encore, me lever dans les douleurs qui nous sont propres, les répéter comme un refrain. Après avoir reçu cette invitation à vous parler, je me suis honnêtement demandé quelles étaient mes attentes dans ce milieu. Et la question me semblait trop plurielle pour être répondue rapidement. Ça veut dire quoi dans ce milieu? On parle du milieu littéraire, évidemment. Ce milieu qui l'écrit crûment, comme l'écrit crûment Olivia Tapiero dans un texte récemment publié chez Lettres québécoises, je la cite, ce milieu n'échappe pas aux inégalités raciales, sexuelles, économiques, agistes et capacitistes qui structurent nos sociétés. Il est au contraire fondé sur ces phénomènes qui façonnent l'architecture dans laquelle nous circulons. Fin de citation. Ce milieu littéraire, disons en général, c'est aussi plus précisément le milieu de l'édition, aussi le milieu des revues, aussi le milieu universitaire. On dit que c'est du pareil au même parfois parce que ce sont souvent les mêmes acteurs et actrices qui y circulent. Moi-même, j'ai le privilège d'être à la fois doctorant, écrivain, directeur littéraire d'une collection, rédacteur en chef d'une revue de création. C'est parce que je joue tous ces différents rôles que je sais que les jeux de pouvoir, justement, ne sont pas les mêmes entre ces différents milieux qui impliquent les mêmes personnes. Et je me permets ici une parenthèse importante pour faire preuve d'humilité et pour clarifier à partir d'où je parle. Je ne me plains pas de censure ici. Là. Je ne suis pas en train de brandir ce drapeau-là. Je ne brandis pas l'argument d'une liberté académique appelée depuis des postes, des permanences et des positions étrangères à la précarité. Et à ce sujet, je cite ici Stéphane Martelly dans le même numéro de Lettres québécoises. Celui qui crie à la censure ignore peut-être à quel point tous les sièges semblent pris et surtout comment ces conformités proposées et révoltes bienséantes, toujours les mêmes, font avorter la création, la dissidence véritable, l'émergence de voix à qui l'on a recommandé de ne pas parler à table. Fin de citation. J'admets donc que j'occupe actuellement une place plutôt privilégiée à cette table, que j'y parle, qu'on m'y a même invité à parler et que, hormis donc les aspects de mon identité faisant de moi parfois, souvent, un sujet altérisé, ayant vécu des expériences plurielles et répétées de marginalisation, je porte plusieurs chapeaux, dont certains sont enviables et donnent une impression avérée d'autorité. Mais encore faudrait-il identifier le milieu donc, dont nous parlons afin de détecter les positions précises qui munissent les personnes qui les occupent du pouvoir d'avoir des attentes spécifiques, parfois peut-être impossibles à satisfaire. Et dans cette revue, comme dans différents circuits de notre milieu littéraire, c'était des gens comme moi, c'est-à-dire des gens qui portent plusieurs chapeaux, qui circulent dans le milieu et de l'édition et des revues et universitaires. Des personnes d'ailleurs sous-payées, surmenées,
qui se passent tout pourtant le bâton de relais dans une danse aussi désordonnée que rigide, une chorégraphie si tendue que se nouent les promesses, les attentes et l'engagement, et parfois même le désengagement. Les nœuds sont serrés, durs comme fer. Il arrive qu'on s'y pète la tête, qu'on s'y pète la gueule, qu'on y laisse notre peau. Il arrive qu'on dise oui quand on veut dire non et qu'on dise non pour ne pas avoir à dire oui. Il arrive qu'on ne sache plus ce que oui et non signifient et pire, ce à quoi un oui ou un non devrait engager. C'est là que ça fait mal, qu'on se pète la tête, la gueule, qu'on y laisse des textes à défaut de notre peau, quand une décision est accompagnée du pouvoir du pouvoir d'avoir des attentes nouvelles, imprécises, formulées rapidement et de façon désengagée, pour ne pas avoir à prendre part à un dénouement qui devrait être, à mon avis, collectif. C'est pour cette raison, pour cette drôle de danse qui crée des nœuds entre nous et en nous, à l'intérieur de nos corps meurtris, que j'ai pensé à ce texte qui n'a jamais été publié et dont je vous lis des extraits aujourd'hui, dans le désordre, de façon indisciplinaire, en ne satisfaisant peut-être pas vos attentes à vous, parce que mes attentes en tant qu'écrivain qui écrit des livres, et particulièrement ce livre-là, désormais ma demeure, un livre qui humblement a changé ma vie, mes attentes en tant que cet écrivain-là ne sont manifestement pas toujours celles du rédacteur en chef, d'une revue qui sort de 2 années de crise, du doctorant qui a épuisé ses bourses, du directeur littéraire qui occupe une position d'autorité dont le salaire tient néanmoins complètement de l'exploitation. Parce que je crois en toute sincérité que dans nos milieux où se confondent autorité et précarité, on ne peut penser la notion d'attente sans la croiser avec celle de pouvoir. Louis-Daniel Godin et Laurence Pelletier écrivent dans un récent numéro de la revue Spirage, je les cite, qu'il importe de reconnaître que l'art et la littérature détiennent un savoir que l'on peut tenter de décrypter afin de nous armer pour l'avenir et qu'ils peuvent nous apprendre à être seuls. Fin de citation. Je suis tout à fait d'accord, mais je crois aussi, pour reprendre leur formulation, qu'il importe également de reconnaître que l'art et la littérature sont noués par des dynamiques de pouvoir que l'on peut, et j'ose même une injonction en disant que l'on doit décrypter afin de nous amener, de nous armer pour l'avenir. De cette manière, l'art et la littérature peuvent autant nous apprendre à être seuls qu'à être ensemble, qu'à former des communautés attentives à ces dynamiques, capables de formuler des attentes admises comme un pouvoir, auquel il est certainement possible, même attendu, de consentir. Du type, je comprends les attentes, je consens librement de les satisfaire parce qu'elles aménagent, disons, un cadre plutôt rigide à l'intérieur duquel, néanmoins, je peux m'émanciper. Un pouvoir qui, néanmoins, risque rapidement de devenir abusif, au désintérêt. Dans une situation comme celle-ci, aux attentes consenties, s'en ajoutent des nouvelles tout d'un coup, avec de nouvelles modalités qui précarisent les projets, les relations et les positions les moins puissantes. Dans ces situations, les personnes qui détiennent le pouvoir demeurent en place malgré leurs attentes instables et hyperactives. L'effet de cette instabilité sont l'imprécision, le désengagement, puis un silence et une solitude auxquels notre milieu ne nous a pas nécessairement préparés. Dans nos milieux, le pouvoir est détenu par un nombre très variable de gens. Ce n'est pas une affaire binaire. C'est détenu à des niveaux variables, dans des positions variables, dans des moments et des espaces variables. Et cela produit beaucoup de confusion qui encourage malheureusement des situations au mieux de déception, au pire d'abus, d'agression, d'exclusion et de domination. Des situations auxquelles les personnes minorisées ne sont pas nécessairement préparées, même si elles en sont pas mal habituées, même si c'est là où se croisent leurs expériences de marginalisation et leurs identités. Je reviens, même si là où se croisent leurs expériences de marginalisation et leur identité, se multiplient également les attentes des autres à leur propos. Cela contribue au fait que les intersections sont des espaces ouverts, des espaces pluriels, mais aussi des espaces risqués, pas toujours sécuritaires, parfois carrément dangereux, un peu comme un coin de rue, une intersection dangereuse, des espaces où il ne suffit qu'une petite poussée pour que certains et certaines tombent, se pètent la face, se pètent la gueule, et ici, ils laissent leur peau. Quand, à propos de mon texte, un comité de rédaction m'écrit qu'il ne s'attendait pas à ça, tandis que les directeurs et directrices du dossier s'y attendaient,
il y a quelque chose qui cloche, précisément dans le partage du pouvoir au sein de la revue. Et encore une fois, cette revue, je la prends un peu comme bouc émissaire, mais c'est un microcosme assez typique, j'ose dire cliché, de notre milieu littéraire bien noué. Je n'en suis pas frustré, ce sont des choses qui arrivent. Ces petites poussées d'encouragement qui, par une drôle d'infortune, se transforment en poussées d'exclusion, sont assez courantes dans notre milieu. Inversement, et je reviens un peu au texte, aux extraits du texte que je vous lisais, inversement, quand ces féministes rabat-joie, ces queer mécontents, mécontentes et ces migrants, migrantes mélancoliques m'écrivaient, ils et elles ne me parlaient jamais de leurs attentes, ne poussaient pas. Ils et elles m'offraient des témoignages avec la prudence et le courage dont on se dote pour circuler aux intersections. C'est moi qui fus surpris. Je me suis dit plusieurs fois, je ne m'attendais pas à ça. C'est vrai, naïvement, je ne m'attendais pas à ce que mon livre génère des textes, des échanges, de l'écriture, alors que, en revenant aux mots d'Olivia Tapiero, je la cite, ce qui m'intéresse, c'est l'écriture, terrain symbolique où se dispute le pouvoir réel de formuler le monde à partir de syntaxes attentives, inouïes et déterminantes. Fin de citation. Dans ces échanges formés d'écrits privés un peu tristes et extrêmement libérateurs, le pouvoir se partage. La danse est fluide. Nous ne savons pas exactement à quoi nous nous attendons, mais nous nous parlons, nous nous engageons, nous desserrons les nœuds, en tout cas on essaie, nous dénouons les tensions. C'est une toute autre écologie, en marge de celle plus traditionnelle des revues ou de l'université. Une toute autre écologie qui n'opère pas beaucoup d'influence, en fait, sur les circuits officiels. Je cite ici encore Stéphane Martelly. Pour celles qui sont attendues, pour celles dont on a célébré l'histoire et les traditions, tout ceci ne pèse rien. Fin de citation. Tout ceci, effectivement, ne pèse rien. Mais il s'agit pour moi d'un espace plus pluriel, plus intime, là où nous pouvons soulever, voire élever les clichés et nos expériences, aussi anecdotiques soient-elles, pour qu'il ne soit plus tout à fait question d'attente, ou plutôt pour qu'au pouvoir de l'attente s'ajoute la patience, du partage et de l'écoute. Pour écrire le livre, cet essai, cette conférence, tous les textes de ma vie, je cite ici Gloria Anzaldúa, I purposefully allowed negative emotions in, sort of like singing with a full range of notes and with both lungs. Peut-être me reprochera-t-on d'être déprimant, de faire dans l'écriture thérapeutique et narcissique, de laver mon linge sale en public, mais je sais aujourd'hui, en recevant ces messages, parce que j'en reçois encore, que nous sommes plusieurs à inspirer nos douleurs et nos colères successives et que c'est ensemble dans nos clichés que nous arrivons à croiser, expier et expirer nos récits. Nous formons une chorale plurielle, peut-être un peu ringarde, peut-être trop lyrique. Notre solidarité nous permet de nommer contre toute attente et patiemment nos puits, nos murs et nos grottes, nos demeures jadis gâchées, désormais rebâties. Merci.